On va y aller si vous le voulez bien. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Je suis Cédric Formand, directeur général de Thésaurus, et je suis accompagné à Aix-en-Provence en particulier aujourd'hui par Laurence Dechaud en face de moi-même, qui est notre responsable des investissements immobiliers au sein de notre structure. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette visioconférence consacrée au marché immobilier. Très heureux de nous avoir parmi nous en bonne santé après cet épisode de crise sanitaire qui, j'espère, s'est passé de la manière la plus positive, entre guillemets, si on peut le dire possible, pour vous, sans trop de problématiques pour vous, vos proches, et que tout le monde est en bonne santé. Nous sommes très heureux aussi du nombre de participants ce soir. C'est une grosse satisfaction. Vous êtes 200 connectés à la visioconférence. S'il est vrai que le marché immobilier attire toujours une grande attraction auprès des Français et beaucoup de curiosité, et la crise qui vient de se dérouler et qui est là, c'est encore un peu parmi nous, pose un certain nombre d'interrogations auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Très fier aussi de pouvoir compter parmi nous ce soir Nicolas Bouzou, économiste de renom, auquel chaque intervention et chaque analyse macroéconomique est attendue avec grande impatience. Merci à lui de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Merci à vous. Merci à Olivier Bernada, directeur du développement chez Consulting, sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, certains parmi vous sont clients Thésaurus depuis un certain nombre d'années, et je les remercie très sincèrement pour leur fidélité. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, Thésaurus est une société de conseil en gestion privée dont le siège social est basé à Aix-en-Provence et qui a été créée dans les années 96, donc il y a quasiment 25 ans d'existence à aujourd'hui. Notre rôle est d'accompagner nos clients, qu'ils soient des particuliers, qu'ils soient des chefs d'entreprise, des professions libérales, dans une stratégie patrimoniale bien établie à travers des investissements financiers, des investissements immobiliers, mais aussi surtout à travers la notion de conseil. L'analyse, le diagnostic et la préconisation nous permettent de vous accompagner dans la durée sur l'ensemble de vos problématiques. Ce qui nous différencie, c'est surtout trois grands points sur lesquels j'ai insisté. C'est tout d'abord notre indépendance. Thésaurus n'est adossé à aucune société de gestion, aucun fonds d'investissement, aucun assureur, qui nous permettent de travailler en toute transparence avec vous, sans aucune pression commerciale quelconque. Le deuxième élément, c'est notre taille. Nous sommes quasiment 40 collaborateurs aujourd'hui chez Thésaurus, sur à peu près quasiment 10 bureaux de représentation, ce qui nous place réellement parmi les acteurs incontournables de ce marché des indépendants. Et notre troisième point fort, c'est notre ancienneté. Nous sommes un des pionniers du secteur. Nous capitalisons sur cette expérience qui permet d'assurer une qualité et une prestation aux clients toujours meilleure. Un petit mot sur le groupe Consulting qui nous permet de co-organiser cette visio ce soir. C'est un partenaire historique de Thésaurus depuis plus de 20 ans. Comme nous, c'est un acteur indépendant qui a été créé en 95, et qui compte un peu plus de 200 collaborateurs aujourd'hui. Alors, ce sont ni des promoteurs, ni des exploitants, mais réellement leur stratégie est l'investissement et la commercialisation d'immobilier. Donc, nous sommes très heureux et nous les remercions encore de nous avoir aidés à organiser cette réunion ce soir. Cette visio, elle va se dérouler en trois grands volets. Le premier volet sera animé par Nicolas Bouzou, qui nous donnera quelques perspectives macroéconomiques et quelques perspectives sur la reprise. Ensuite, nous aurons un deuxième volet qui sera animé par Olivier Bernada et Nicolas Bouzou toujours, qui présenteront les évolutions qui sont anticipées sur le marché immobilier. Et ensuite, nous aurons un troisième volet où nous ferons un point sur les impacts de cette crise sur l'investissement immobilier, qu'il soit déjà réalisé, qu'il soit en cours ou qu'il soit à venir. Petite précision, on va se concentrer réellement ce soir sur l'immobilier réel. Je sais que vous avez un certain nombre d'interrogations sur la partie pierre-papier. On va en parler succinctement ce soir,
mais au vu du nombre de questions qu'on a là-dessus, on va programmer dans les semaines à venir une séance et une visio très spécifique consacrée au SCPI et à la pierre papier. Donc, on reviendra vers vous très rapidement pour avoir une séance bien spécifique. Petit point d'attention, tout au long de cette visio, vous pouvez nous poser un certain nombre de questions grâce à un bouton que vous trouverez en bas de votre écran, un bouton de chat. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'intervention à poser des questions. Nous consacrerons en fin de séance un petit quart d'heure à ces questions. Nous ne pourrons probablement pas répondre à l'ensemble des questions. En tout cas, nous reviendrons vers vous dans les jours à venir avec des réponses pour toutes les questions qui n'auront pas pu être traitées. Voilà, je passe la parole à Olivier Bernada. Du coup, je vous remercie pour votre attention et bonne séance. Merci pour cette belle introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse. Bonsoir Nicolas. Même si le thème est effectivement l'immobilier, on peut pas s'exonérer de ton éclairage sur les points macroéconomiques. On est sur une situation particulièrement inédite puisque on arrive à l'aube d'une crise économique qui a été, on va dire, générée par une crise sanitaire. On entend beaucoup de choses. Parfois un peu anxiogènes, des déficits publics qui explosent, un PIB qu'on annonce à moins 12 cette année, un chômage qui va évoluer de manière défavorable, potentiellement un retour de l'inflation. Donc j'ai une question simple, c'est grave docteur pour l'interrogation, et qu'est-ce que on peut apporter comme perspective de reprise économique et de reprise assez forte en réalité, parce que comme tu l'as très bien dit, cette crise est complètement inédite dans la mesure où c'est une crise sanitaire. Et il faut vraiment en permanence, parce que on n'est pas du tout dans une crise qui est une crise du type de celle qu'on a connue en 2008, ou pour ceux qui ont fait un peu d'histoire en 1929, qui étaient des crises endogènes au capitalisme, des crises qui prenaient leur source dans le système monétaire et le système financier, et qui donc étaient des crises durables dont il était difficile de sortir. Alors on n'est pas du tout là-dedans. Ce qui s'est passé, vous le savez tous, c'est que nous avons décidé de mettre l'économie à l'arrêt, en tout cas une grosse partie de l'économie à l'arrêt. Vous voyez, pendant le confinement, au pire du confinement, on avait un PIB, c'est-à-dire une activité économique globale, secteur public, secteur privé confondu, qui était inférieur de 35% à peu près à son niveau habituel. Alors, ça veut dire que au point bas de la crise, que moi je date à la première quinzaine d'avril, parce qu'en réalité la reprise a commencé avant le déconfinement, puisqu'il y a des usines qui ont rouvert avant le déconfinement, mais à ce moment-là, on était en récession de moins 35%. Et si vous regardez le seul secteur privé, si vous regardez le PIB privé, donc vous enlevez le secteur public, qui est très important en France, au point bas, on était à moins 50%. D'accord ? Donc moins 50% de mise à l'arrêt artificielle, pour des raisons qui étaient uniquement des raisons sanitaires. Ça, c'est éteindre une lumière et la rallumer 2 heures après. Il n'y aurait pas eu de problème. Les difficultés, elles tiennent au fait que on n'a pas pu tout arrêter, parce que certains secteurs, dans l'agroalimentaire, dans la santé, devaient continuer de fonctionner. Donc, on a eu un désajustement complet de l'économie pendant le confinement, et on a eu une remise en marche progressive. Alors, cette remise en marche, donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase de reprise qui est relativement rapide, et peut-être même d'ailleurs, peut-être un petit peu plus rapide que ce que l'on pouvait anticiper. Mais pourquoi est-ce que cette reprise est un peu plus rapide que ce que l'on pouvait anticiper ? C'est ça ce qu'il faut bien voir. Parce que la situation sanitaire s'est améliorée jusqu'ici plus rapidement que ce qu'on avait anticipé. Donc vous voyez qu'on a toujours ce raisonnement de rythme de l'économie qui suit le rythme du virus, au fond, le rythme épidémiologique. Donc quand ça diminue plus vite que prévu, l'économie, elle augmente plus vite que prévu. Mais il faut pas s'arrêter là. Il faut pas arrêter le raisonnement ici en se disant voilà, on est en phase de reprise, tout va bien. Parce que le trou au fond duquel on est descendu, c'est un trou extrêmement profond. Tu as évoqué à fort juste titre récession cette année de l'ordre de moins 10, moins 11, moins 12%. S'il y a quelque chose de complètement inédit, ça c'est une moyenne sur l'ensemble de l'année. Pour avoir un tel chiffre, il faut remonter à l'année 1941. Et d'ailleurs, le parallèle avec 1941 est assez bon, puisque vous vous souvenez que le président de la République a employé l'expression « guerre contre le virus ». En 1941, on était en guerre. On était
plus tout à fait en guerre, mais enfin, en tout cas, il y avait un arrêt. On était dans une situation d'occupation, de guerre larvée et d'arrêt artificiel aussi, d'une très grande partie de l'économie. Donc, c'est vrai que c'est assez comparable avec aujourd'hui. Mais là, donc, on remonte, mais en partant d'un trou qui était, je l'ai dit, pour le secteur privé, un trou de moins 50%. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on sera sorti de la crise quand on sera sorti du trou. Et là, pour le coup, on en est encore très loin. Quand vous regardez les chiffres de consommation, par exemple, qui sont des chiffres qui ont été plutôt bons, et là encore peut-être un peu meilleurs que ce qu'on pouvait anticiper, selon les secteurs, on est encore à des niveaux qui sont de l'ordre de moins 10, moins 15% par rapport à une situation normale. Vous voyez, je faisais le point lundi soir avec Michel-Édouard Leclerc, donc les centres Leclerc, ça a très bien fonctionné, le drive fonctionne très bien, en plus la vente à distance a très bien fonctionné. Si vous allez dans un centre Leclerc, vous avez l'impression qu'il y a du monde. En plus, eh bien, ils sont à moins 10, moins 15% en termes de vente d'une situation normale, avec des gens qui viennent moins fréquemment, alors qui ont des tickets moyens plus importants qu'auparavant, parce qu'il y a des comportements de stockage, etc. Mais en chiffre d'affaires, on est encore loin d'une situation normale. Puis vous avez des secteurs, le secteur du tourisme, bien évidemment, la situation, elle est encore pire. Donc, le message que je veux faire passer, c'est que on remonte, mais on remonte relativement lentement. Lentement. En tout cas, on est encore loin d'être sorti du trou. C'est pas propre à la France, bien évidemment. Vous retrouvez ça dans tous les pays. Et puis, tu as évoqué la question de la dette. Je voudrais vous dire ce qui m'inquiète et ce qui m'inquiète moins, parce que c'est pas forcément complètement dans le champ médiatique. Ce qui m'inquiète, et qui est pour le coup totalement prévisible, c'est évidemment la montée des faillites et la montée du chômage. Ça a déjà commencé. On a eu aujourd'hui l'INSEE qui a confirmé les chiffres du premier trimestre sur l'emploi, donc rien que sur le premier trimestre, alors que le premier trimestre, il y a juste une toute partie de confinement. Il y a juste le tout début du confinement, puisqu'il a commencé le 17 mars. Premier trimestre, les entreprises, le secteur privé a détruit 500 000 emplois. Énorme. Alors surtout dans l'intérim, mais c'est colossal. Et les destructions d'emplois, évidemment, elles ont toutes les raisons d'être plus fortes au deuxième trimestre, et on en aura encore au troisième et au quatrième trimestre. Donc ça veut dire qu'on a une vague de chômage très importante qui va monter et qui va aller de pair avec une vague de faillite. Alors là aussi, vous avez déjà entendu parler d'un certain nombre d'enseignes qui ont mis la clé sous la porte. Alors c'est des enseignes comme Nafnaf, comme Alinea, c'était des entreprises qui étaient un peu fragiles, très honnêtement, avant la crise, mais bien évidemment, et il y en aura d'autres. Et la reprise ne soigne pas le risque de faillite. Au contraire, puisque en période de reprise, vous avez des besoins de financement qui augmentent. Vous avez un BFR, un besoin en fonds de roulement qui augmente, et ce besoin en fonds de roulement, il va augmenter à une période où les entreprises auront moins accès au marché de capitaux, on commence à le voir, et puis elles auront peut-être même un moins accès au financement bancaire. Et vous voyez, dans les choses qui m'inquiètent et les choses qui ne m'inquiètent pas, et je terminerai là cette introduction pour te redonner la parole, Olivier, mais dans ce qui ne m'inquiète pas, je vais y venir dans un instant et ça peut vous sembler étrange. Ce qui m'inquiète, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le viseur des médias et pas encore assez des politiques économiques, même si ça vient, c'est l'augmentation de la dette privée, et en particulier de la dette des entreprises. Pourquoi ? Au début de cette crise, on avait déjà des entreprises en France qui étaient pas mal endettées. Et puis, on a mis en place, dans l'urgence, je l'ai vécu puisque je participe aux réunions hebdomadaires auprès du ministre de l'économie, donc on a mis en place, dans l'urgence, le chômage partiel, ce qu'on appelle l'activité partielle, et les PGE, les prêts garantis par l'État. Vous connaissez tous le principe des PGE. Le principe, c'est-à-dire aux banques, continuez de prêter aux entreprises parce que les prêts que vous faites aux entreprises, ce sont des prêts qui sont garantis par l'État. Donc, vous prenez aucun risque. On met des garanties sur la table à hauteur de 300 milliards d'euros. Pourquoi 300 milliards d'euros ? Aucune raison, parce que ça fait bien, parce que c'est un bon gros montant, qui était pas mal choisi d'ailleurs, parce que les prêts garantis par l'État, aujourd'hui, c'est moins de 150 milliards d'euros. Donc, on a eu raison d'annoncer ce gros chiffre de 300 milliards d'euros, et ça a bien marché.
les entreprises, elles sont allées chercher de la liquidité, elles sont allées chercher des prêts de trésorerie auprès des banques. Elles en avaient absolument besoin. Parce que même si elles faisaient du chômage partiel, même si vous avez 12 ou 13 millions de personnes qui ont été concernées par le chômage partiel, il fallait encore payer une partie des loyers, il fallait encore payer de l'amortissement de capital, etc. Il y a quand même toujours des frais. Et donc, elles ont utilisé les PGE. Le problème, c'est que ça a fait monter la dette des entreprises. Et aujourd'hui, on a des niveaux de dette d'entreprise qui sont très, très importants. Aux États-Unis, on n'a pas encore les chiffres en France, mais aux États-Unis, les entreprises qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises pour lesquelles le service de la dette est supérieur au résultat d'exploitation, c'est ça ce qu'on appelle les entreprises zombies, c'est 20% des entreprises américaines. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui 20% des entreprises américaines qui sont potentiellement en situation de faillite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement dingue. Donc ça, c'est à surveiller. La dette corporate, elle est à surveiller. À côté de ça, la dette des États, je m'arrête là et on pourra en reparler dans le débat si ça vous intéresse, mais elle m'inquiète moins. Pourquoi ? Parce que, et écoutez bien ça, parce que c'est pas forcément intuitif. Le problème des finances publiques est devenu tellement grave qu'en fait, il ne se pose plus. Pourquoi ? Parce qu'on a créé un trou cette année, le chiffre d'ailleurs de la 3e loi de finances rectificative, qui est au Parlement depuis ce matin, on a fait un trou de 150 milliards d'euros. Bon, ça veut dire que d'ici encore, on va dire, le premier trimestre ou les 6 premiers mois de 2021, on aura fait un trou de 200, 250 ou 300 milliards d'euros. Je veux dire, vous n'allez pas combler ce trou par des augmentations de fiscalité ou par des réductions de dépenses publiques. Ça marche pas. Si vous remettez l'ISF, vous récupérez au mieux 3 milliards. Si on en cherche 300, le compte n'y est pas. Donc, ce qui se passe, c'est que les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, intervient pour acheter énormément d'obligations des États, et en particulier des États italiens. Donc, le bilan de la Banque centrale européenne augmente considérablement et il avale en quelque sorte de la dette. Et si on est un peu imaginatif, on peut même se dire que si vraiment un jour il y a un méga problème, si les États sont complètement insolvables, cette dette, les États, la Banque centrale européenne dira c'est pas la peine que vous me remboursiez, et elle se remboursera elle-même avec de la monnaie qu'elle crée elle-même. Voilà. Donc, parce que la Banque centrale européenne, elle peut créer de la monnaie, c'est son privilège. Et puis en plus, ces dépenses que l'on fait en ce moment, le chômage partiel par exemple, qui coûte 30-35 milliards d'euros, ce sont des dépenses exceptionnelles. Ce pas des dépenses qui ont vocation à durer. Et en plus, ce sont des dépenses qui sont bonnes pour la croissance économique, donc qui génèrent elles-mêmes à moyen terme des recettes. Donc vous voyez, je suis pas hyper inquiet. On a la Banque centrale européenne qui joue son rôle, on a des taux d'intérêt de long terme qui sont extrêmement bas. La clé, et je m'arrête là, mais la clé, mes amis, c'est la croissance. C'est qu'on sorte, et je reviens au début de mon intervention, c'est qu'on sorte rapidement du trou. Sortir rapidement du trou, ça veut dire retrouver, moi, l'échéance que je me suis mis en tête, c'est qu'il faut qu'on soit capable de retrouver dans une petite année le niveau d'activité qu'on avait avant la crise. Voilà. Là, on pourra solder les comptes relativement rapidement. Mais c'est pas rien, parce que si vous avez moins 11% de croissance cette année, ça veut dire que l'année prochaine, et l'année suivante, il faut faire plus 5, d'accord ? Donc, c'est pas rien. Mais c'est un beau message positif. Donc la situation aurait pu être très grave, elle n'est pas, en tout cas, loin d'être désespérée. Et si on zoome particulièrement sur le marché de l'immobilier qui nous intéresse particulièrement ce soir, et qui sera, je pense que tu seras d'accord avec moi, un des poumons très importants de cette reprise économique. On peut dire que c'est avant de te repasser la parole, Nicolas, mais que c'est un marché qui, pour le coup, a redémarré, qui a déjà très peu souffert et qui a redémarré peut-être plus rapidement et plus fort que les autres, pour une simple et bonne raison, c'est que les fondamentaux du marché de l'immobilier étaient extrêmement bons avant la crise. Il le reste après la crise, et je citerai parmi eux des besoins de logement, et il reste des zones extrêmement tendues. Des taux de crédit, vous savez que l'avantage de l'immobilier, c'est d'avoir accès à l'effet de levier du crédit via les banques. Ces taux de crédit restent aujourd'hui plutôt très intéressants, très bas, même s'ils remontent un tout petit peu.
des rendements locatifs qui restent très intéressants, en tout cas beaucoup plus intéressants que certains produits, on va dire, financiers réglementés. Et puis également l'effet valeur refuge qui, on va dire, rassure les investisseurs. Peut-être un seul point de vigilance sur le marché immobilier, c'est les difficultés d'accès aux prêts qui sont quand même de plus en plus importantes, puisqu'il y a un serrage de vis des autorités financières sur le sujet. Donc nous, la lecture qu'on a du marché de l'immobilier, pour vous rassurer en tant que déjà propriétaire ou futur investisseur, c'est que le marché s'est effectivement ralenti pendant le confinement, mais il a redémarré très fort. Voilà, nous on est à Nantes au niveau sur les prix de vente, donc il y a des fondamentaux qui restent extrêmement bons. Donc par rapport à ça, on nous interroge souvent, Nicolas, je vais te repasser la parole, sur l'évolution des deux éléments qui sont extrêmement importants pour nos amis futurs investisseurs pour l'immobilier, à savoir pouvoir investir, puisque c'est là-dessus qu'on aimerait t'entendre. Ouais. Juste avant d'évoquer la question de l'immobilier, je dis un tout petit mot de l'épargne globale, parce que ça va me permettre de cadrer un peu nos débats. Pendant le confinement, vous avez une épargne forcée, massive, qui s'est constituée, peut-être de l'ordre de 100 milliards d'euros, donc vraiment quelque chose de très important. Tout simplement parce que les revenus ont moins baissé que la consommation. La consommation a baissé d'un tiers, les revenus des salariés ont quasiment pas baissé, les revenus des retraités ont pas baissé. Ceux qui ont vu leur baisser, c'est les indépendants, les patrons de PME, les gérants d'entreprise, mais les autres non. Alors même que la consommation, elle a beaucoup baissé en dehors de l'alimentaire. Donc, on a un stock d'épargne forcé énorme qui s'est constitué. Tout l'enjeu, c'est de savoir aujourd'hui, l'enjeu macroéconomique, mais aussi l'enjeu pour vous, c'est de savoir ce que va devenir ce stock d'épargne. En fait. Est-ce que il va retourner comme avant? C'est-à-dire, il y a une partie qui va aller à l'immobilier, à l'épargne immobilière, et puis une partie qui va aller à la consommation. Ça, c'était le schéma d'avant. Bon. Est-ce que, et c'est un vrai risque, est-ce que cette épargne, elle va se transformer, cette épargne forcée, est-ce qu'elle va se transformer en épargne de précaution? L'épargne de précaution, c'est un concept économique qui a été développé par le plus grand économiste du XXe siècle, le plus connu en tout cas, qui s'appelait Keynes, qui expliquait que l'épargne, elle dépend pas simplement des rendements. Elle dépend aussi de la confiance ou du manque de confiance qu'on a dans l'avenir. Et quand on n'a pas beaucoup confiance en l'avenir, quand on anticipe par exemple du chômage ou une situation économique dégradée ou des augmentations d'impôts, on va avoir tendance à garder auprès de soi une épargne qu'on va thésauriser. Tiens, si je voulais faire un jeu de mots avec le nom de votre entreprise. Et donc, cette épargne, elle va être placée dans des placements extrêmement liquides, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, donc des livrets A, des comptes courants, rien du tout, et donc elle va rester coincée là, donc elle sert pas à grand chose du point de vue économique. Et donc tout l'enjeu, et ça c'est aussi un enjeu pour vous, c'est de réussir à débloquer cette épargne qui est énorme pour l'amener là où vous voulez l'amener. Donc là il y a un enjeu à la fois macroéconomique parce que de la destination que va prendre cette épargne va découler la vigueur de la reprise économique, mais c'est un enjeu microéconomique, notamment pour des gens comme vous, parce qu'il y a une bataille, au fond, pour essayer de faire en sorte que cette épargne se transforme pas bêtement en épargne de précaution, mais qu'elle aille dans des placements qui sont plus intéressants pour les épargnants et aussi, ça c'est pas votre problème à vous, mais qui soient aussi plus intéressants pour l'économie, pour la dynamique de l'économie en règle générale. Alors sur l'immobilier, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. J'ajouterais deux choses. Sur les conditions financières, les taux d'intérêt de marché de long terme, je pense qu'ils vont rester bas, je l'ai dit, parce que les banques centrales arrivent à les piloter, même si les banques centrales pilotent les taux d'intérêt de court terme, pas les taux d'intérêt de long terme, mais indirectement, elles arrivent à avoir une influence sur les taux d'intérêt de long terme. Et donc, pour l'instant, ça reste incroyablement bas. Et même au pire de la crise, les taux d'intérêt souverains, l'OAT 10 ans, tout bêtement, il est resté à des niveaux proches de zéro, en réalité. Même au moment les pires. Et puis, la deuxième raison pour laquelle ces taux d'intérêt restent très bas, les taux d'intérêt de long terme restent très bas, c'est qu'il y a aujourd'hui un excès d'épargne dans le monde. Il y a beaucoup plus d'épargne que d'investissement. Il y a énormément de liquidités qui s'investissent. Et donc, ça, c'est plutôt de nature à mettre les rendements, à tirer les rendements vers le bas. Et c'est quelque chose qui est durable. Donc, sur les taux d'intérêt de marché, je suis pas très inquiet. Sur les taux d'intérêt qui sont facturés aux emprunts,
risque entreprise. Parce que, je l'ai dit notamment, il y a cette montée des entreprises zombies, il y a la montée de la dette des entreprises, qui est quand même quelque chose qui est assez inquiétant. Donc, il faut être très vigilant avec ça et se dire que les banques, elles ont des contraintes réglementaires, et puis le risque au niveau des particuliers, il va aussi forcément augmenter un peu avec le chômage. Donc oui, on va avoir des augmentations de taux d'intérêt, et peut-être plus encore, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, comme en France, on a un système de taux plafond, plutôt que des augmentations de taux d'intérêt, on voit que des gens sont rationnés en crédit. C'est-à-dire qu'on leur dit, écoutez, monsieur, vous n'avez pas un apport, madame, vous n'avez pas un apport personnel suffisant, par exemple, hein, et donc, vous ne pouvez pas avoir accès au crédit. Donc ça, c'est un sujet, et voilà, c'est quand même de nature à freiner un peu la demande de logement ces prochains trimestres. Et il y a un deuxième point qui me semble, alors là, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important, c'est le fait que on a l'impression quand même, alors là je marche sur des œufs parce qu'on n'en sait rien, mais on a l'impression que la demande immobilière, du point de vue qualitatif, pourrait un peu bouger du collectif vers l'individuel et des centres des métropoles vers les banlieues des métropoles ou même vers la province. Mais je crois plus aux banlieues et en particulier aux belles banlieues. Pourquoi ? Parce que le télétravail a fortement augmenté évidemment pendant le confinement, on n'avait pas le choix, mais cette augmentation, elle est durable, elle va rester. Alors pas dans les mêmes proportions, bien évidemment, mais vous allez avoir au fond 30% à peu près des effectifs qui seront en permanence en télétravail. Très concrètement, ça veut dire que quand vous êtes cadre d'entreprise, télétravail c'est pas possible pour tout le monde, mais quand vous êtes cadre d'entreprise, au lieu de faire une demi-journée de télétravail par semaine, ou rien du tout d'ailleurs, vous allez faire 1, 2, 3 journées de télétravail par semaine. Du point de vue de l'immobilier, ça change complètement la donne. Ça veut dire que vous êtes moins sensible au temps domicile-travail et plus sensible à l'espace que vous avez chez vous et au fait d'avoir un jardin. Alors ça, ce sont des mouvements de fond qui vont se faire très lentement, mais on commence à voir, les agents immobiliers nous disent bien que cet intérêt pour les maisons individuelles, ils commencent à le voir. Moi, je le vois à titre personnel, puisque moi, j'habite pas dans Paris, j'ai une grande maison avec un grand jardin, alors tout le monde vient chez moi, là, voir comment c'est, etc., la banlieue, à quoi ça ressemble, c'est bizarre, etc. Bon, donc, si vous voulez, là, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant. Je n'en suis pas sûr, je suis honnête avec vous, je n'en suis pas sûr, mais je le mets sur la table et je le mets en débat, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, qualitativement, est peut-être en train de se jouer, ce qui serait d'ailleurs le renforcement d'une tendance qui préexistait à la crise Covid-19. Moi, j'avais appelé ça le deuxième âge de la métropolisation. C'est-à-dire que le fait que la métropolisation commence à avoir, dans certaines grandes villes, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, qu'elle commence à avoir plus d'inconvénients que d'avantages, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui était préexistant à la crise Covid-19 et que Covid-19 a accéléré. Très intéressant. Olivier, j'ai une petite question parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir des dispositifs d'incitation fiscale? Et je pense notamment, quand Nicolas parle des maisons, nous, dans nos métiers, on vend par exemple du Pinel. On sait que les maisons en Pinel, le dispositif s'arrête le 31 décembre de cette année. Ça ne va pas dans le sens de la tendance qu'on peut attendre. Est-ce qu'on a des infos? Est-ce qu'on a quelques infos à ce sujet? Ouais, alors ce qui est certain, c'est que les autorités politiques pourront pas s'exonérer de l'orientation de l'épargne vers l'investissement immobilier. On a toujours dit que quand le bâtiment va, tout va. Ça sera encore plus vrai lors de cette reprise économique qui on l'espère, s'amorce. Donc, à minima, il y aura une prolongation, je pense, des dispositifs d'incitation fiscale. Est-ce qu'ils seront améliorés? Aujourd'hui, il n'y a pas de certitude. C'est une possibilité. Donc, on pourrait se dire, il est urgent d'attendre. Sauf que lorsque, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on a plutôt des taux d'intérêt facturés aux investisseurs qui sont à la hausse. Donc, attendre quelques mois pour avoir peut-être 1% ou 2% de réduction d'impôt supplémentaire, ça sera pas forcément un bon calcul si en face de ça, j'ai des taux d'intérêt facturés qui augmentaient de 0,3, 0,4, 0,5 points, puisque je vous rappelle que les taux d'intérêt, vous les payez pendant toute la durée de vie du crédit. Donc moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on est certain de certaines choses, pas certain d'autres choses, et qu'on est certain,
c'est que les taux, ils sont plutôt en train de remonter. Donc, il est plutôt intéressant d'emprunter aujourd'hui. Et ce dont je suis certain aussi, c'est que les prix vont pas s'effondrer. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc pour moi, le calcul qui est de dire j'attends 1 an ou 2 ans en attendant que les prix s'effondrent et pour avoir une économie d'impôt supplémentaire, c'est un scénario auquel je crois pas forcément beaucoup, et je pense qu'il vaut mieux profiter aujourd'hui des certitudes que l'on a et qu'on a évoquées tout à l'heure pour se positionner sur ce marché. Oui, alors merci pour votre réponse. Alors un petit point parce qu'on a dans nos auditeurs à la fois des personnes qui ont déjà investi et des personnes qui ont des projets qui se questionnent sur la possibilité d'investir dans l'immobilier. Bien sûr. Dans le cas des personnes qui ont déjà investi, qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui et quelles seraient les conséquences ou les opportunités de la crise actuelle? Ce qu'on peut leur dire, c'est que il y a forcément un impact de la crise sanitaire sur l'investissement immobilier, à minima à 2 niveaux. Pour ceux qui ont fait l'acquisition de biens qui sont en cours de construction, vous aurez nécessairement, et il faut pas être devin pour l'affirmer, des retards de livraison sur les programmes qui ont été vendus en état futur d'achèvement. Pour 2 raisons. Première raison, c'est que les chantiers ont été mis à l'arrêt pendant une bonne partie de la période de confinement. Deuxième raison, c'est que la reprise des chantiers ne se fait pas de manière normale. Elle se fait de manière qu'on va appeler dégradée pour respecter notamment les mesures sanitaires de distanciation sociale. Donc, au retard pris pendant l'arrêt des chantiers va s'accumuler un retard lié à cette reprise dégradée. Donc, il faut s'attendre à des retards de livraison, je dirais au mieux de 3 mois, au pire de 5 mois. Après, est-ce que c'est grave? C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas grave. Ça ne remet en aucun cas en cause l'équilibre économique des opérations de vos clients. Deuxième conséquence, c'est une conséquence pour les biens qui ont été livrés, une conséquence locative. Alors pour ceux qui ont investi sur de l'immobilier traditionnel, il y a aujourd'hui une hausse assez sensible des impayés au niveau des loyers, mais qui est pas non plus extrêmement spectaculaire. Cette situation, elle restera conjoncturelle. L'impact, il a été beaucoup plus, même s'il reste relativement limité, sur les investisseurs, notamment en résidence service. Alors, ça n'a pas du tout été le cas pour ce qui concerne l'immobilier des seniors, donc les résidences seniors, les résidences médicalisées, qui ont passé la crise de manière extrêmement positive, sans conséquences. Bon, malgré une petite surmortalité, notamment dans les résidences médicalisées, mais il n'y a pas d'impact particulier. Comme l'a dit très justement Nicolas tout à l'heure, finalement, le seul secteur qui a souffert en exploitation dans la sphère immobilière, c'est le secteur touristique, puisque par définition, les résidences de tourisme ont été fermées pendant un certain nombre de semaines. Donc là, forcément, il y a des déperditions de chiffre d'affaires qui sont relativement importantes pour les exploitants, et donc des loyers qui ne seront pas versés en totalité de manière conjoncturelle aux investisseurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est ici sur une situation extrêmement conjoncturelle. On voit que la saison estivale touristique, elle va se tenir, même si elle ne va pas se tenir de manière normale, elle sera quand même présente, et on va retrouver une situation normale dès les prochaines semaines, dès les prochains mois. C'est également le cas pour les résidences étudiantes. La rentrée étudiante va se dérouler de manière normale au mois de septembre. Donc effectivement, des impacts plus ou moins importants en fonction des secteurs, mais extrêmement circonscrits dans l'horizon temporel, et un retour à la normale qui, quels que soient les secteurs, va s'opérer relativement rapidement. Donc effectivement, comme tous les produits d'épargne d'investissement, des conséquences de la crise, mais en aucun cas une remise en cause de l'équilibre économique des opérations des clients d'ores et déjà propriétaires. Merci. Et du coup, pour les clients à venir, les futurs investisseurs et ceux qui se posent des questions, et on peut conclure sur ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire et comment les rassurer? Alors, je donnerai la parole à Nicolas pour avoir son éclairage sur ce sujet, puisqu'il sera bien évidemment extrêmement intéressant. Moi, alors je vais prêcher pour ma paroisse, parce qu'on fait de l'immobilier dans le cadre du groupe Consultime.
Mais moi, c'est ce que je dis à mes équipes, parce que je dirige une équipe de 20 personnes qui ont parfois pas le moral quand ils arrivent au bureau le matin parce que on sort d'une période un peu compliquée en termes d'activité. Moi, au contraire, j'ai le sourire. On n'a jamais eu peut-être un alignement des planètes aussi intéressant pour l'activité immobilière. C'est absolument extraordinaire. On a de l'argent à emprunter à des taux extrêmement intéressants. On emprunte quasiment gratuitement aujourd'hui, si je prends en compte l'inflation. On a un actif immobilier qui permet de traverser les crises, on l'a vu dernièrement, de manière extrêmement positive. Il n'y a pas eu de baisse de prix importante sur les actifs immobiliers, contrairement potentiellement au placement boursier, même si c'est quand même remonté de manière assez importante. Et en face de ça, on a un actif qui rapporte encore quelque chose. Je vous rappelle que les rendements immobiliers aujourd'hui se situent entre 3 et 6% pour les actifs les plus rentables. Quelque chose qui rapporte entre 3 et 6% aujourd'hui, c'est juste extraordinaire par rapport au panorama global des rendements et notamment sur certains placements financiers. Donc un actif sûr, un actif rentable et en plus un actif qui nous permet d'avoir accès à l'effet de levier du crédit à des taux extrêmement limités. Donc voilà, vraiment pour moi, on a un alignement de planètes qui est plutôt extrêmement intéressant et je vais laisser Nicolas pour son éclairage sur ce sujet. En fait, je pense que je fais aussi à peu près le même diagnostic que toi. Je suis assez positif sur l'immobilier. Mais je dirais que je fais un diagnostic relatif, c'est-à-dire que je suis positif sur l'immobilier quand je le compare par rapport à d'autres types de placements. Si vous prenez les placements boursiers, par exemple, la bourse, moi je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. La bourse est trop haute par rapport aux fondamentaux de l'économie. Il n'y a pas eu de crack pendant la crise. On sait très bien pourquoi. Il n'y a pas eu de crack parce que les marchés ont été incroyablement alimentés en liquidité. Ils l'étaient avant, ils le sont encore plus aujourd'hui. Alors même que les profits des entreprises cette année seront pas bons. On aura vraiment une baisse des profits qui sera très sensible. On aura une baisse des dividendes qui sera aussi très très importante. Et ça, les marchés le pricent pas. Ils pricent pas la récession complètement. Ils pricent pas la baisse des dividendes. Ils ne pricent pas autre chose qui arrivera peut-être en France malheureusement, qui est la hausse de la fiscalité du capital. Ils ne pricent pas une potentielle deuxième vague. J'espère qu'elle n'aura pas lieu, mais bon, ça c'est pas dans les marchés boursiers aujourd'hui. Ils ne pricent pas le niveau de la dette corporate. Enfin, vous voyez, je trouve que sur les marchés boursiers, alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas y aller. Ça veut dire simplement qu'il faut être extrêmement prudent, savoir ce qu'on achète et de toute façon y aller de façon très pragmatique et très opportuniste. L'immobilier, moi je pense que l'immobilier dans le cœur des métropoles, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est cher. Je crois que on a quand même des niveaux de prix qui sont très élevés, trop élevés. En tout cas, par rapport à la façon dont j'imagine l'économie ces prochaines années. Mais sur l'immobilier comme marché global, j'ai une vision plutôt positive parce qu'Olivier l'a rappelé, les fondamentaux sont bons et ils n'ont pas bougé. Il y a toujours pas assez d'offres. Enfin, il y a toujours une demande qui est en excès par rapport à l'offre. Et ce problème d'insuffisance de l'offre de logement, qui est un vrai sujet dans notre pays, on n'arrive pas à le résoudre. On construit, mais pas suffisamment par rapport aux besoins. Et puis, dans un scénario qui serait un scénario catastrophe, dont je ne dis pas du tout qu'il va arriver, j'en sais rien, mais il est possible un scénario notamment hyperinflationniste dans lequel vous auriez une destruction des capacités de production parce qu'il y aurait plein de faillites d'entreprises et en même temps vous auriez une politique monétaire toujours très expansionniste. Aujourd'hui, la politique monétaire expansionniste, on l'a. Les faillites, elles restent assez limitées. Ça va monter, mais ça reste assez limité. Mais un scénario dans lequel donc vous auriez cette demande liée à la création monétaire et en même temps un effondrement de l'offre lié aux faillites. Là, vous êtes en hyperinflation. Ça veut dire que plus personne n'a confiance dans la monnaie, dans les titres financiers. Et il reste plus que l'immobilier. Pourquoi il reste plus que l'immobilier ? Parce que l'immobilier, l'offre, elle est inélastique. Vous pouvez pas créer de l'immobilier comme vous créez de la monnaie. Donc, moi, je pense que voilà, ça reste très intéressant de continuer d'investir sur l'immobilier. On parle du logement aujourd'hui d'ailleurs, mais j'ai aussi une vision assez positive sur l'immobilier en dehors du logement.
Une phrase pour compléter ce que tu dis, Nicolas, avant de laisser conclure nos amis de Thésaurus. Tu évoques, alors c'est pas une certitude, mais un potentiel retour d'une inflation un peu plus importante qu'aujourd'hui. Je rappelle à nos amis présents ce soir que l'immobilier, c'est l'actif aujourd'hui qui vous protège le mieux contre l'inflation, puisque c'est le seul actif qui génère des revenus, en l'occurrence des loyers, qui sont justement indexés à l'inflation. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte dans la situation actuelle. Un possible retour de l'inflation remet encore plus en avant l'immobilier grâce à l'aspect corrélé de ses revenus vis-à-vis de cette inflation. Cette question de l'inflation, c'est vraiment une question de moyen long terme. C'est pas une question de court terme, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de facteurs déflationnistes que de facteurs inflationnistes. Des facteurs inflationnistes, il y en avait pendant le confinement, parce que les chaînes de valeur étaient déstructurées, c'était difficile d'approvisionner les magasins, etc. Donc là, il y avait plutôt des facteurs de hausse des prix. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'ambiance, elle est plutôt déflationniste, notamment parce qu'on a un marché du travail qui est en train de se déséquilibrer complètement, avec beaucoup de destruction d'emplois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de demandes d'emploi que d'offres d'emploi. Donc, on a plutôt des salaires qui sont tirés vers le bas. Donc, ça, c'est plutôt de nature déflationniste. Et puis, si on a des entreprises qui cherchent à se désendetter, c'est aussi un facteur plutôt déflationniste. Mais en revanche, à moyen long terme, ce scénario dont j'ai parlé, il est tout à fait possible. Je ne dis pas du tout que c'est le plus probable, pas du tout. Mais je dis que c'est quelque chose qui, si on veut avoir une vie économique complète et sûre, c'est un risque qu'il faut avoir dans son mapping des risques macroéconomiques. Ok, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Je pense que tout le monde a écouté avec attention et a été rassuré s'il y avait besoin d'être rassuré. On a un petit peu dépassé, donc on va pas poser trop de questions. On a quand même une question que je vais vous poser qui nous semble intéressante. Dans l'éventail des mesures à prendre au niveau pour faciliter la fiscalité, serait-il judicieux de faciliter la transmission pour relancer le marché en baissant la fiscalité sur la transmission, ce qui permettrait de donner de l'oxygène aux jeunes et peut-être aider à relancer leur propre consommation? 1000 fois oui, moi c'est quelque chose que j'ai proposé. Écoutez, il y a déjà 10 ans, j'avais écrit le Premier ministre qui était François Fillon à l'époque. Oui, c'est ça, qui était François Fillon à l'époque, nous avait demandé un rapport à Luc Ferry et moi, qui était publié d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Politique pour la jeunesse, que vous pouvez retrouver facilement, et on faisait cette proposition. Donc il y a 10 ans déjà. Exactement pour les raisons que vous donnez. Ça n'a jamais été entendu. J'ai jamais eu aucun succès avec cette proposition, donc je suis un peu pessimiste. Donc je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que c'est quelque chose qui serait très positif du point de vue économique, parce qu'en effet, ça accélère la transmission des patrimoines à un âge où les jeunes en ont besoin, parce que la transmission, recevoir un patrimoine quand on a 50 ou 60 ans, c'est bien. Enfin, c'est plutôt à 20 ans qu'on en a besoin. Donc, et en plus, ce serait un transfert intergénérationnel qui serait très intéressant, puisque là, on a eu, en fait, cette crise du Covid, c'est un transfert intergénérationnel des jeunes vers les moins jeunes, puisque au fond, on a une crise économique qui est payée par les jeunes pour protéger la santé des moins jeunes, ce qui est d'ailleurs quelque chose que j'assume parfaitement et que je trouve excellentissime. Je trouve ça super, mais c'est un transfert intergénérationnel. Donc, c'est intéressant de mettre en place une fiscalité qui permettrait d'avoir des transferts intergénérationnels dans l'autre sens. Donc, je trouve que c'est une super idée. À titre personnel, moi, ça fait longtemps que je la défends. J'ai jamais eu aucun écho des premiers ministres ou des ministres en charge de ces sujets-là. Pour compléter et pour apporter un modulo à l'espoir de Nicolas sur ce point-là, je suis pas certain qu'on soit dans un mouvement de baisse générale de la fiscalité dans les prochains mois. Pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais bon, on peut garder de l'espoir par rapport à ça quand même. On va garder l'espoir. Parfait. Alors, il y a eu pas mal de questions aussi sur l'immobilier de bureau, SCPI ou autre. Comme on vous l'a dit, on va organiser dans les prochaines semaines une séance bien spécifique en visio sur cet immobilier pierre-papier. Donc, on a hélas dépassé un petit peu le timing. Je voulais vous remercier infiniment à tous pour votre attention. Remercier très sincèrement Nicolas et Olivier pour ce bien proposé. Thésaurus, à nouveau, se tient à votre entière disposition pour tous vos investissements en cours et à venir.
Le message global, c'est qu'on garde vraiment un optimisme sur le marché immobilier, sur les investissements immobiliers. L'immobilier reste dans le cœur des Français quelque chose d'extrême, de primordial. Donc, nous, on partage la même vision et n'hésitez pas à nous solliciter pour des réflexions sur ces aspects-là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous et merci encore. Salut à tous, à très bientôt. Merci, à très bientôt, très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.